comment j'ai gagné 2400 € en 3 semaines grâce à TikTok en vendant un produit digital. 18 000 abonnés en 4 mois, les critiques que j'ai eues, comment j'ai développé mon compte TikTok, les premiers euros que j'ai touchés, le sentiment, la fierté. Abonne-toi! Salut vous! Hey hey! 4e vidéo sur YouTube et je débarque avec un sujet pas du tout consensuel. On va parler d'argent, de faire de l'argent. Sujet tabou en France, caca, l'argent, c'est pas bien. Cette hypocrisie, j'en ai marre et ici, il n'y en aura pas. Je pense que cette vidéo sera en 2 parties parce qu'elle va être très dense. J'ai préparé un plan. Vous prenez un café, un chocolat chaud, un stylo, un cahier, vous vous posez, vous vous préparez à bien écouter attentivement ce que je vais vous dire parce que, sans prétention aucune, ce que je m'apprête à dire, c'est vraiment une mine d'or. Si j'avais eu cette vidéo avant de me lancer, j'aurais gagné du temps considérablement. Ça m'aurait évité des nuits blanches et des soucis. Je nettoie mes lunettes depuis tout à l'heure, mais je fais n'importe quoi. Bref, je préfère faire 2 vidéos d'à peu près une demi-heure. Je vais essayer de faire moins, mais ça va être compliqué. Ça va être chargé, mais pas pour rien. Voilà. Bon, les lunettes, oh, c'est une catastrophe les traces. Je sais pas si vous allez voir. On va dire que ça passe. Ça passe. Ça fait 3 fois que j'enregistre cette vidéo, mais comme il y a tellement de conseils à donner, tellement de choses à dire sur l'expérience que j'ai eue en vendant un produit digital que je suis jamais satisfaite et donc je réenregistre. Là, cette fois, c'est bon, c'est la bonne, c'est pas le même jour, je suis pas habillée pareil, j'ai pas mes lunettes, on s'en fiche, c'est parti. Déjà, je vais vous poser. Alors, on est bon, je vous rapproche un petit peu. Hop. Là, on est bien. Histoire de donner le contexte, j'ai vendu un produit digital qui s'est très bien vendu en 3 semaines pour aider les lycéens à réviser le bac de philo. C'est-à-dire que je constatais qu'ils s'éparpillaient tous, que ce soit dans leurs cours qui parfois étaient incomplets ou alors sur tous les supports sur internet, sur YouTube. Et en fait, ils avaient l'impression, qui au fond est vrai, que le programme de philosophie ne s'arrête jamais. En fait, ils n'arrivaient pas à délimiter ce qu'il fallait réviser ou ce qu'il ne fallait pas réviser. Et ça m'a fait gagner 2400 € en 3 semaines. Précisément 2376,72 €. Alors là, c'est le nombre de personnes qui m'a fait confiance en achetant l'un de mes produits. Et donc, j'ai gagné cette somme à côté de mon travail classique avec mon salaire habituel. Et j'ai communiqué sur mon produit digital via TikTok que j'ai utilisé. J'ai créé une communauté de 18 000 abonnés en 4 mois. En fait, de janvier à mai, sauf qu'en avril, j'ai vraiment rien publié du tout. Et j'ai plutôt dédié ce mois d'avril à développer mon produit digital. Moi, je m'appelle Mathilde, j'ai 28 ans, je suis pas prof du tout. Et pourtant, j'ai vendu un produit digital pédagogique, c'est-à-dire que des élèves de terminale m'ont fait confiance pour les aider à réviser. Ils m'ont acheté un produit. J'ai fait ça à côté de mon travail avec des horaires de bureau classiques. Et donc ici, je vais parler de mon expérience de vente d'un produit digital. Alors un produit pédagogique, ok, mais dans les faits, je vais aussi donner des conseils qui sont applicables à énormément de domaines et pas juste l'enseignement, la pédagogie. Donc en fait, il y a un aspect business. Je vais montrer un aperçu de mon produit, concrètement, qu'est-ce que j'ai vendu et surtout pourquoi ça s'est vendu, alors que dans les faits, des ressources, et notamment gratuites, il y en a des masses sur Internet à disposition de n'importe quel lycéen. Bref, je vais donner plein de conseils que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancée. Et peut-être aussi donner une inspiration potentielle. Alors, à qui s'adresse cette vidéo? Elle s'adresse à 3 types de personnes. Aux élèves de terminale, soit qui m'ont fait confiance en achetant mon produit, soit aux futurs élèves de terminale qui appréhendent leur révision de philo, ou alors qui vont constater assez rapidement que leur prof ne fait pas le job, ou alors qui vont se retrouver avec un prof absent la moitié de l'année. Donc à ces élèves de terminale, je n'ai pas peur de montrer les coulisses de mon produit digital, comment je l'ai créé et pourquoi il correspond parfaitement à ce dont ils ont besoin. Ensuite, ma vidéo s'adresse à toute personne qui aurait pour projet de vendre un produit digital sur Internet, peut-être en complément de revenus d'une activité classique, par exemple d'une activité salariée. Et enfin, ma vidéo s'adresse
à tous ceux intéressés par l'aspect pédagogique, donc aux profs, aux futurs profs, ceux en train de préparer le CAPES ou l'agrégation. À toute personne qui verrait d'un œil bienveillant ou au contraire extrêmement critique la façon que j'ai eue de commercialiser une solution pour faciliter les révisions des élèves de terminale pour la matière qu'est la philosophie. Et je pense étendre mon produit à une autre discipline, les SES, et j'expliquerai plus tard pourquoi. Il y a tellement de choses à dire dans cette vidéo que je l'ai divisée en deux parties. Dans cette première partie, concrètement, qu'est-ce que j'ai vendu, comment je l'ai vendu, notamment grâce à TikTok, comment j'ai créé du contenu autour de mon produit et autour de ma pédagogie pour que ça se vende derrière, les avantages et les inconvénients de TikTok. Aïe aïe aïe, il y a de quoi dire. Les conseils que je donne pour créer du contenu sur ce réseau social, les haters, les critiques que j'ai reçues aussi, j'ai retenu quelques critiques que j'estimais légitimes. Et je vais y répondre. Et parmi ces critiques, on peut retrouver le manque de légitimité à enseigner alors que je ne suis pas prof, le fait de vendre un produit éducatif, ça peut sembler très étonnant, voire révoltant pour certains, sachant que l'éducation, surtout en France, est principalement gratuite jusqu'à la fin du bac. Le fait de vendre à des jeunes, etc. Je n'ai pas peur des critiques et j'y répondrai en toute honnêteté. Et dans la deuxième vidéo, ça va être plus une vidéo entrepreneuriale. Une vidéo business. Comment j'ai fixé mon prix, le détail de mon chiffre d'affaires, comment j'ai développé mes produits pour augmenter mon chiffre d'affaires potentiel, ce qui a réussi, ce qui a échoué aussi, les outils digitaux que j'ai utilisés pour héberger mon produit, mes impressions en fait d'avoir gagné mes premiers euros indépendamment du système salarial. C'est-à-dire j'ai littéralement créé un truc sorti de mon cerveau, j'ai menacé personne et on me l'a acheté. Un rapport à l'argent aussi qui change, j'ai pas peur de parler d'argent, je l'ai dit, c'est pas un sujet tabou pour moi, alors que ça l'est dans la société et je comprends pas pourquoi. Et comment je vois la suite. Comment cette histoire a commencé pour moi? Déjà c'était l'année où ma sœur passait son bac. Et en fait, plusieurs dimanches, elle venait chez moi pour que je l'aide à réviser, puisque moi en philo au bac j'ai eu 18 sur 20, mais ça aurait pu être un coup de chance. Dans les faits, toute l'année scolaire de terminale, j'avais 17-18 de moyenne en philo, mais surtout c'est une matière pour laquelle j'ai nourri une grande passion. Et toutes ces années qui ont passé, donc les plus de 10 ans qui ont suivi, j'ai continué à lire de la philosophie et à enrichir ma culture philosophique. Mais en dilettante, je veux dire pour le plaisir, sans que ça ne concerne mon activité professionnelle ou les études universitaires que j'ai reprises à distance. Quoique, la philosophie, ça sert pour tout. Et c'est un autre débat, Bref, ma sœur venait plusieurs dimanches pour que je l'aide à réviser, sauf qu'en fait, pendant 1 heure ou 2 heures de cours particuliers, on est limité sur le plan pédagogique, on voudrait faire plein de choses, on se sent capable de transmettre énormément d'informations, mais malgré tout, il faut s'adapter à où en est l'élève. Quand on cherche la meilleure façon d'expliquer, il faut qu'on s'y reprenne et on perd du temps. Et elle, de son côté, elle me partageait le fait que sur TikTok, il y avait énormément de contenu pédagogique qui cartonnait. Et moi qui aime les réseaux sociaux, je me suis dit pourquoi pas. J'ai commencé à partager du contenu. Aujourd'hui, je vais te prouver que n'importe qui a déjà philosophé sur l'art. Tu t'es peut-être déjà dit devant une œuvre d'art, ah mais est-ce que c'est de l'art ce truc? C'est moche. Là, tu as philosophé parce que tu t'es posé 2 questions extrêmement intéressantes. C'est quoi l'art? La définition d'art. Et ensuite, est-ce qu'une œuvre d'art doit être belle? C'est la question centrale, primordiale de la beauté de l'art. Et une autre question qui est liée, c'est quoi la beauté? Autre question intéressante, à quoi ça sert l'art? Conseil pour les futurs bacheliers en philo, oubliez-moi la Joconde et oubliez-moi toutes les œuvres d'art beaucoup trop connues qui vont être citées par des gens qui n'ont pas révisé, qui n'ont rien à dire. Sur TikTok, j'ai vu ma communauté augmenter très rapidement et j'ai reçu énormément de commentaires, des gens qui me remerciaient pour les explications que je donnais, pour le fait de faciliter un certain apprentissage ou d'éclairer sur certaines notions. Et certaines personnes m'ont dit mais merci d'expliquer ça en 2-3 minutes alors qu'en 6 heures de cours je l'ai pas compris. C'était flatteur, je prends, voyez les fleurs, mais ça ne fait pas tout. Sur TikTok, le temps d'attention que les gens vous accordent est très limité, donc il faut s'adapter. Au fur et à mesure, je me suis améliorée dans le contenu que je proposais, dans le contenu gratuit pour l'instant. Ensuite m'est venue l'idée de monétiser une sorte de pack de révision de philosophie optimale. Je me disais, mais en fait, les élèves, ils se noient déjà dans leur cours, quand ils arrivent à l'avoir de manière complète, quand le prof n'est pas tout le temps absent, bref, tout ça, ça va à peu près. Et quand ils vont sur Internet pour essayer de compléter ou éclaircir un point, ils se noient littéralement dans la masse de supports. Et à chaque fois, ils ont l'impression que leurs révisions de philo ne vont jamais s'arrêter. Ils n'en voient pas les limites. Et fondamentalement, ils ont raison. La philo, ça ne s'arrête jamais.
tout est susceptible de faire l'objet d'une question philosophique. Et donc, quand j'ai commencé à envisager et à communiquer sur un éventuel pack de révision de philo, assez rapidement, on m'a dit ouais, bah ok, mais bonne chance, parce que y a la même chose sur YouTube gratuitement. Alors, je veux bien, sauf que si c'était la solution, il n'y aurait pas autant d'élèves qui seraient complètement paumés, complètement à côté de la plaque pour cette matière, qu'ils aient un bon prof ou pas. Donc, on en vient à ce compte TikTok. En 4 mois, de janvier à mai, donc un peu avant le bac, j'ai atteint 18 000 abonnés. Je dis 4 mois parce qu'en avril, je n'ai rien publié du tout, parce que justement, j'ai consacré ce temps au développement de mon produit digital. Concernant TikTok, il faut savoir qu'il y a énormément d'avantages. Déjà, l'algorithme, il est extrêmement puissant. Quand vous lui faites ingérer un contenu sur un domaine en particulier, moi c'était la pédagogie dans la discipline de la philosophie, il arrive de manière très efficace à proposer votre contenu à des gens concernés qui recherchent ce type de consommation de contenu. Et il y a aussi un autre avantage à TikTok, c'est qu'il est d'une facilité d'utilisation déconcertante. Tout ce qui sert à faire du montage vidéo, c'est tellement plus facile que sur Instagram. Pourtant, Instagram, c'est pas non plus d'une complexité folle. Donc, il y a des avantages à TikTok, mais il y a aussi de gros inconvénients. Conseil numéro 1, favorisez la spontanéité dans votre contenu. Je vais vous donner un exemple entre comment je publiais un contenu au début. C'est parti. La rage peut-elle être libératrice? Comme promis, on va appliquer la méthodologie pour trouver le plan de dissertation. Petit rappel, pour trouver ton plan avec ma méthode, tu n'as pas besoin de connaître ton cours. Et maintenant, je vais vous montrer comment j'ai publié par la suite, quand j'ai compris l'avantage de cette spontanéité. Il faut vraiment que tu arrêtes de te prendre la tête avec ton cours de philo si tu ne le comprends pas. Ça sert à rien, tu es en train de perdre du temps. Je te donne 2 références faciles à retenir. Je vais te raconter l'histoire du roi Midas. En fait, au début, je publiais après avoir rédigé un script et l'avoir respecté de manière très précise. Si la vidéo enregistrée n'était pas parfaite, je recommençais 10 fois. Moi, il fallait que je sois tirée à 4 épingles, que ce soit nickel. Donc, je perdais beaucoup de temps déjà. Et c'est pas forcément ça qui marche le mieux sur TikTok. Au fur et à mesure, si j'avais une idée au cours de ma douche, je sortais de la douche avec ma serviette sur la tête et l'autre autour du corps, je posais mon téléphone, je me filmais, j'actionnais, j'enregistrais, je monte vite fait, je balance mon contenu sur TikTok et après je vais dîner. Deuxième conseil, utilisez TikTok pour asseoir sa légitimité. Comme je l'ai dit, moi je suis pas prof, je prétends expliquer mieux que d'autres, je me suis servi de TikTok pour le prouver, donc de manière empirique. Si ce que je t'explique dans du contenu gratuit fonctionne, je te montre mes capacités à expliquer sur un format que je prétends être complet. Donc le pack de révision de philo que je vais vous montrer par la suite. Conseil numéro 3, il faut apporter une plus-value dans chaque publication, dans chacune. Une personne, si elle nous accorde quelques secondes d'attention, il faut qu'elle en sorte enrichie. Et si la personne a l'impression d'avoir tiré quelque chose de ces quelques secondes qu'elle nous a accordées, eh bien, elle s'abonne, elle continue à nous suivre. Et ça paye plus que la régularité à se dire il faut que je publie une vidéo tous les jours. Sur tout le mois d'avril, j'avais pas publié un seul contenu. Et malgré ça, ma communauté a continué de croître. Conseil numéro 4, qui est un petit peu vicieux, je l'accorde, mais qui est pragmatique, c'est d'exploiter le biais négatif de TikTok. En fait, TikTok, c'est un réseau social qui, dans ses défauts, a la particularité d'aimer quand le sang coule. Quand il y a du fight dans les commentaires, quand il y a de la réaction, d'autant plus négatif, parce que ce qui est négatif suscite plus de réactions. Ça, l'algorithme TikTok, il est extrêmement friand de ça. Je ne prône pas le mal pour le mal, mais je dis qu'en sachant cet élément sur ce réseau social, on peut l'exploiter à son avantage. Moi, je l'ai exploité dans un but qui me semblait louable, donc dans un but positif de transmission d'un savoir et de pédagogie. Je voulais développer mon compte et j'ai exploité ce biais négatif, notamment en utilisant un ton très cash volontairement. Et je vous montre. Indice numéro 2 dans la série « Est-ce que mon prof de philo est nul ?» C'est parti. Ce type de vidéo, on peut me reprocher d'utiliser un vocabulaire qui consiste en des attaques personnelles. Dire qu'un prof est nul, il n'y a pas d'argument là-dedans, ça mérite d'être nuancé. Dans les faits, c'est une opinion que j'assume,
mais que si je devais la défendre dans la vie réelle, j'y mettrais beaucoup plus de nuances et j'argumenterais beaucoup plus. Sauf que là, je suis sur TikTok, le temps d'attention il est limité et je m'adresse à des élèves, pas à des profs. Donc des professeurs géniaux, je sais qu'il y en a plein. Je n'ai pas besoin qu'on m'en apporte la preuve et que chaque professeur qui est bien et qui se sent concerné par mon attaque se révolte. Malgré tout, j'ai utilisé ce biais négatif pour favoriser mon compte. C'est critiquable, je vous l'accorde, mais c'est important de le savoir. Conseil numéro 5 concernant TikTok, se détacher des attaques personnelles. Je parlais juste avant de la violence que peut avoir ce réseau social et au début, j'avais du mal à le faire. Et en fait, ça me blessait. Alors qu'il faut avoir conscience que si on se donne en pâture sur un réseau social, il faut en accepter les conséquences et surtout, il faut mettre une distance. On n'est pas obligé de répondre de manière agressive en échange. Et d'ailleurs, j'ai réalisé quand j'ai compris que j'avais tout intérêt à prendre de la distance, que j'arrivais parfois à convaincre des gens qui en commentaire étaient arrivés comme un taureau pour m'attaquer et finalement entendaient mes arguments ou entendaient que d'accord, on ne voyait pas les choses de la même façon, mais malgré tout, on pouvait s'entendre sur un point. Je pense que quand on reçoit une critique sur TikTok, et notamment une critique personnelle blessante, il faut comprendre que sur TikTok, la jeune génération, elle s'y sent chez elle. Pour la plupart, elle tutoie, peu importe notre âge. Donc tutoiement, ça peut être très agressif. J'ai des gens en commentaire, alors que j'expliquais des choses concernant le programme de l'éducation nationale, qui me commentaient des trucs genre ouais, t'es à côté de la plaque, ma gueule. Comment tu parles comme ça ? T'as craqué? On se connaît pour que tu me donnes du ma gueule? Mais t'es malade! Bref, donc au début je réagissais comme ça. Et après j'ai dit ok, toi dans ta vie tu sais pas parler ou tu t'exprimes comme ça, c'est pas grave, je vais pas changer le monde, moi je suis là pour transmettre des choses à des gens qui en ont envie, qui ont envie de réussir. Et d'ailleurs la plupart des commentaires bien construits, ce sont des gens qui sont intéressés par leur réussite. Souvent ce sont des filles. Je dis ça, je dis rien d'autre, je m'avance pas. J'ai compris assez rapidement que je voulais proposer une solution parfaite, idéale, pour réviser la philo en peu de temps, parce qu'il y a les autres matières à réviser, en fait, il n'y a pas que la philo. Et donc, je voulais faire ça en utilisant à la fois une compétence, celle de la pédagogie, et une passion, celle de la philosophie. Et pour faire ça, de manière générale, quand on veut créer un produit digital, je pense qu'il faut partir d'un constat, exploiter une faille. Ça vous arrive peut-être parfois dans la vie de vous dire « Mais pourquoi ça n'existe pas ou ça n'existe pas mieux fait ?» En fait, si ça n'existe pas mieux fait, c'est parce que Internet est participatif à grande échelle. Chacun, dans sa vie, ajoute un truc à la grande toile qu'est Internet. Et si ça n'existe pas encore, c'est parce que ça attend que ce soit vous qui le fassiez. Le monde n'attend que votre contribution. Je fantasme un petit peu, mais avoir cette image du fait de créer un produit digital, c'est pour moi avoir un vrai esprit d'entrepreneur. Se dire, ma contribution au monde, c'est d'apporter quelque chose qui n'existe pas encore ou qui n'existe pas encore aussi bien fait que moi j'aurais aimé que ça existe. Concernant la faille que moi j'ai exploitée, c'est le constat que dans l'éducation nationale, très peu de professeurs sont véritablement pédagogue. Alors c'est de moins en moins vrai ce que j'affirme, il y a de plus en plus d'épreuves où on met les profs en situation de leçon. On leur dit si vous deviez expliquer tel sujet, comment vous le feriez devant une classe d'élèves. Mais des générations précédentes où les gens sont déjà profs et encore profs pour plusieurs années à venir, et ben ces gens-là ont été évalués sur leur quantité de savoir et sur la façon dont ils structurent leur savoir sur une dissertation par exemple. Mais pas dans leur capacité à transmettre le savoir à des gens qui, par définition, sont obligés d'être sur les bancs de l'école et donc ne sont pas forcément intéressés par la matière. Je mets de côté le fait que l'éducation nationale ne donne pas assez de moyens aux professeurs. Je ne suis pas là pour blâmer les profs. Et d'ailleurs, malgré toutes les contraintes, il y a des profs qui sont excellents et qui, pour ma part, au cours de ma scolarité, m'ont fait adorer les bancs d'école. Mais moi, je ne vais pas exploiter ce qui va bien, j'exploite ce qui ne va pas. C'est là que je veux m'inscrire avec mon produit pédagogique. Autre conseil pour exploiter une faille, un problème, c'est d'exploiter ses compétences, son appétence, ses qualités. Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je sais faire? La pédagogie, la philosophie, ça me plaît. Ok, je me lance. Si vous aimez un domaine et que vous vous dites un peu quelque part, c'est dommage qu'il n'y ait pas mieux que ce qui existe,
Eh ben faites-le. Maintenant, je vais vous faire une petite confidence. C'est la raison pour laquelle j'estime que j'explique bien. Je pense que toute ma vie, que même si un jour je deviens professeur, je me sentirai encore élève. Sauf que depuis que je suis sur les bancs d'école, c'est-à-dire depuis la primaire, je me suis toujours sentie élève tout du long. Mais parfois, j'étais confrontée à certains enseignements, à certains profs, je me disais, mais pourquoi cette personne se prend autant la tête pour expliquer ça? Sauf qu'au fur et à mesure, j'ai continué à enrichir ma culture générale, ma culture philosophique. J'ai continué à acquérir des connaissances. Et donc, à l'aune du renforcement de mes connaissances, je me suis d'autant plus dit, mais pourquoi telle personne à l'époque, tel prof, expliquait de manière aussi merdique? Pourquoi il privilégiait sa passion pour la matière et le fait d'être passionné par un philosophe en particulier, plutôt que le fait d'intéresser des élèves qui, a priori, ne sont pas aussi réceptifs qu'un étudiant en master de philosophie. Les gens qui nous écoutent, ils n'ont pas envie d'être là. Donc, il faut que toi, en tant que prof, en tant qu'adulte, tu t'adaptes pour leur faire aimer ta matière. Les maths ou l'histoire, si un élève n'aime pas ça, c'est plus dur de lui faire aimer ça. Et la philosophie, selon moi, plus que les autres matières, a tellement d'outils et tellement de possibilités d'intéresser les élèves avec des sujets qui les intéressent au quotidien, mais dont ils ne se rendent pas compte que c'est déjà de la philosophie. Donc, c'est pour ça que je suis d'autant plus sévère avec les profs de philo qu'avec d'autres profs. La philosophie, non, je suis pas d'accord. Pas de prof démissionnaire, c'est pas possible, pas en philo. Bref, coup de gueule fini. Je vais donner un autre conseil, mais qui est plus une incitation à une prise de conscience. Je rappelle, à chaque fois que vous doutez d'un tel projet, que vous vous dites Non, mais je sais pas si je pourrais apprendre quelque chose dans un certain domaine que je ne peux plus apprendre, je suis plus sur les bancs d'école. Bref, peu importe les excuses, je m'en fous. Je vous rappelle que, grâce à ce téléphone-là, aujourd'hui, on a tous le savoir de l'humanité à portée de main. Et ça fait qu'il n'y a aucune excuse à s'enrichir à n'importe quel âge. La seule excuse, selon moi, c'est la déficience mentale, mais médicalement constatée. Au-delà de ça, j'estime qu'on a tous la même intelligence, qu'on est juste différents selon qu'on l'exploite plus ou moins. Aujourd'hui, tout est possible. On peut tout apprendre et on peut tout transmettre. C'est tout. Je ferme la parenthèse. Bref, je reviens sur le fil de créer un produit digital. Autre conseil, cibler un besoin. Ça va un petit peu avec le conseil d'exploiter une faille. Moi, la faille, c'est le manque de pédagogie dans l'éducation nationale à grande échelle. Et c'était notamment renforcé par tous les commentaires désespérés d'élèves qui m'étaient laissés sur TikTok. Maintenant, il faut cibler un besoin. Selon moi, il manquait une ressource de qualité, délimitée, facile à comprendre sur la philo où un élève peut se dire, si je me fie seulement à ce contenu-là, je peux arriver le jour du bac avec des connaissances solides. Ensuite, je vais donner un autre conseil. Il faut selon moi partir de ce qu'on ne veut pas. Quand j'ai constaté qu'il y avait des problèmes pédagogiques que je pouvais exploiter, j'aurais pu me dire, J'estime que je peux te donner des cours particuliers utiles aux élèves. Sauf que c'est tout ce que je ne veux surtout pas. Il était hors de question que je vende des cours particuliers parce que ça demande énormément d'investissement en temps sur une semaine de travail où moi je bosse à côté, j'ai autre chose dans la vie. Et sur le plan du chiffre d'affaires, il y a un plafond de verre. En fait, si on ne peut pas proposer 100 ou 1000 heures de cours particuliers par semaine, on est limité assez rapidement. On ne peut pas se dédoubler, on ne peut consacrer qu'une heure à un élève. Ça, pour moi, c'était mort. Sacrifier une heure de mon temps de vie privée, et même plus, Parce qu'il faut se déplacer chez l'élève, il faut revenir, il faut faire un suivi de sa progression dans la matière. Tout ça, je voulais pas. Et je pense que ce conseil, il est précieux pour tout entrepreneur, tout futur entrepreneur, c'est de se dire que les obstacles ne sont pas une fatalité si dès le début, on pense comme un entrepreneur et on se dit « Ok, je veux faire ça, je veux vendre tel type de contenu, mais tout ce que je ne veux pas sacrifier dans ma vie, c'est ça. » Et moi, mon temps, j'ai quand même sacrifié du temps, mais différemment, mais il était hors de question que je m'investisse autant dans un projet pour gagner si peu finalement. Tout travail mérite salaire et la qualité de ce que je voulais proposer méritait que je puisse être rétribuée sans qu'il y ait une limite qui arrive trop rapidement. Donc c'est le nombre de clients que je voulais multiplier. Bref, assez rapidement m'est venue l'idée du produit parfait qui conviendrait à n'importe quel élève de terminale pour préparer la philo, qui soit nul dans cette matière ou qui l'aime bien, mais
une solution idéale pour lui délimiter le programme et lui rendre la matière facile à réviser pour pouvoir gagner du temps sur les autres disciplines à réviser. Autre conseil que je donne aux futurs entrepreneurs, c'est de viser une idée parfaite, mais dans les faits de faire du mieux qu'on peut. Parce que si on vise la perfection, on n'y arrivera jamais. Dans les faits, mon produit, maintenant que j'ai bouclé cette année scolaire et que j'ai fait mon chiffre d'affaires pour cette année, je suis très fière et contente de ce que j'ai produit, mais je me dis que pour l'année prochaine, je veux l'améliorer. Bon, enfin, je vais vous montrer ce que j'ai vendu, mon pack, véritablement ce qu'il y a à l'intérieur. Évidemment, je ne vais pas tout vous montrer, sinon j'ai plus qu'à le rendre gratuit et tout le travail que j'ai fourni et que je compte fournir par la suite, il ne sert plus à rien. Ici, j'ai mis une petite vidéo d'introduction. Je pense que je la ferai plus conviviale et plus sympathique l'année prochaine. Ici, l'accès au guide que je vais vous montrer, donc avec un plan pour chacune des notions. Et ici, chacune des vidéos. Et sous chaque vidéo, j'ai aussi référencé plusieurs citations dont je proposais dans le cours de mes vidéos d'en apprendre quelques-unes, les plus faciles et celles qui pouvaient concerner plusieurs notions. La beauté n'est que la promesse du bonheur de Stendhal. Donc ce que j'ai voulu proposer, c'est de délimiter les révisions pour les optimiser et gagner du temps sur les autres matières. Et d'arriver le jour du bac à l'épreuve de philo en étant armé avec des belles références, faciles à comprendre et à retenir. Donc, j'ai pris le programme officiel de l'éducation nationale. La liberté, le bonheur, la religion, l'État, le devoir, la nature. Je me suis dit que j'arriverais, selon moi, à créer une vidéo de 15 minutes maximum par notion pour fournir des clés de réflexion et plein de références. Donc en 15 minutes, je trouvais envisageable de proposer un truc solide et riche en informations, mais en informations mobilisables pour le bac. Il ne s'agissait pas d'inciter les élèves à disserter sur plein de questions existentielles et de refaire un cours de philosophie qu'ils auraient dû avoir au cours de l'année. Je ne suis pas là pour ça. Je vise le pragmatisme et moi, l'objectif, c'est de vous aider à avoir l'épreuve de philo au bac. Donc c'est ce que j'ai fait avec du montage et avec un support PDF qui retraçait le plan de mes 17 vidéos dans lequel je mettais la façon dont je structurais mes idées pour chaque vidéo, pour chaque notion. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur la notion de l'art. Alors, le fameux guide. Donc bon, je fais une page de garde, rien d'extraordinaire. Et ici, un petit message de bienvenue. Et ici, le plan de ma vidéo. Donc en 15 minutes, je parle de tout ça sur la notion de l'art. Partie 1, les distinctions importantes dans cette notion. Partie 2, c'est quoi l'art? Galère de donner une définition des critères. Je me prends pas la tête, je m'adapte sur le langage. Je peux m'adapter aux lycéens tant que l'idée est retenue et est comprise facilement. Et là, je précise, point bonus potentiel pour le bac, parce que j'utilise un vocabulaire un peu plus complexe, qui n'est pas du niveau de terminale, mais qui, selon moi, n'est pas complexe à comprendre et à expliquer. Donc, idiosyncrasique, c'est un mot qui peut sembler extrêmement complexe, alors que l'expliquer relève de quelque chose de très simple et que peut-être n'importe qui à cet âge-là s'est déjà dit. C'est-à-dire, est-ce que quelque chose est beau selon les mêmes critères pour tout le monde dans l'absolu, et donc ce que je trouve beau, n'importe qui devrait le trouver beau, ou est-ce que c'est selon mon éducation, selon ma culture, selon les valeurs qui m'ont été inculquées? Et dans ce cas, c'est une idée de beauté idiosyncrasique, c'est-à-dire qui est propre à chacun, qui n'est pas universelle. J'ai fait une vidéo de 15 minutes maximum par notion, c'est-à-dire que tout le programme, les 17 notions, étaient en théorie révisables en un peu plus de 4 heures de révision. Donc imaginez, 4 heures de cours dans l'année, ça représente rien du tout. Et pourtant, plein de professeurs en une année de cours sont incapables de faire les 17 notions. D'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'en janvier, en février, certaines personnes dans les commentaires me disaient « Mais est-ce que c'est normal qu'on soit si tard dans l'année et qu'avec le prof, on n'ait fait que 2 ou 3 notions ?» Bah non, c'est pas normal. S'il y a plus de la moitié de l'année scolaire qui est passée et que vous avez même pas fait la moitié du programme, loin de là, c'est pas normal. Donc les gens qui achetaient mon pack SOS Philo à 34,90 €, je rappelle, avaient accès à tout ce contenu-là, c'est-à-dire une petite section par notion du programme de philo jusqu'à la nature, la dernière, et dans chaque notion, il y a la vidéo de 15 minutes maximum
et des citations, dont je recommande d'en apprendre quelques-unes, pas toutes, ça ne sert à rien. Hey hey! Je vous la mets pas en entier, je vous sélectionne un passage. C'est parti pour la notion du langage. C'est parti pour la notion du langage. Les animaux de mon espèce, c'est une communication mais qui réagit à la nature et qui sert à la survie, alors que chez l'être humain, dans le langage, il y a de la pensée, il y a de la complexité, on arrive à parler de choses qui ne sont pas concrètes, qui n'existent pas. On parle de science-fiction, de choses qui ne sont jamais arrivées. On est capable d'inventer, de faire évoluer la langue. On est capable de faire progresser tout ça. Donc chez l'être humain, le langage n'est pas que communication, contrairement à l'animal. Nous, on est capable de parler pour rien dire, on est capable de parler de banalité au quotidien, ça peut sembler péjoratif, mais c'est notre pensée qui s'exprime. On peut utiliser le langage pour s'intégrer, pour sociabiliser, ou alors en ayant des intentions cachées. On peut utiliser le langage, mais derrière, on a une idée autre que ce qu'on a communiqué. Partie 2, le langage simplifie le monde et nous simplifie nous. Est-ce que le langage nous enferme? Est-ce que c'est une forme de prison? Bref, en plus de vendre un produit digital, j'ai vendu une promesse, c'est de faciliter les révisions et je n'ai choisi, quand j'ai constitué mes cours et mes vidéos, que des références faciles à comprendre. Pour les philosophes qui regardent cette vidéo, dites-vous que la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, je ne l'ai pas sélectionnée. Pourtant, c'est pas non plus d'une complexité folle, il suffit de retracer le cheminement intellectuel et c'est pas compliqué. Mais pour moi, c'est beaucoup de temps perdu pour si peu finalement, pour une référence certes archi connue, mais qui peut être remplacée par bien des exemples et par bien des références beaucoup plus faciles chez Pascal, chez Rousseau. Et il n'y a pas besoin d'aller perdre autant de temps en explication pour transmettre une dialectique. Déjà, le mot, il fatigue les élèves. Déjà, dites-vous qu'à dialectique, vous avez perdu la moitié des élèves, ok? Il fallait pour moi, pour que mes 15 minutes de vidéo par notion soient faciles à écouter et à retenir surtout, mais que tout ce que je dis dedans arrive logiquement dans la réflexion. Et en fait, je tournais mes vidéos comme un bavardage, comme si j'étais en train de bavarder avec mes élèves. Autre petit aparté, à tous les profs qui osent dire aux élèves « on ne vous demande pas votre avis, on s'en fout de votre avis, vous ne devez pas donner votre avis dans une disserte de philo ». Je vais essayer de ne pas être vulgaire, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous, et pour une raison simple, c'est que déjà si je cite le programme de l'éducation nationale, il est dit ceci: inciter au jugement critique de l'élève. Dans jugement critique élève, expliquez-moi quel mot vous ne comprenez pas. Voilà. Après, je comprends les professeurs qui disent ça, mais qui ensuite nuancent et qui disent aux élèves ne donnez pas votre avis, dans le sens où qu'un élève réponde oui ou non au sujet, c'est pas ça qui nous intéresse. Effectivement, on veut du fond, on veut de l'argumentaire et on veut une structure. Bref, les philosophes, je pense qu'on s'est compris. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et les autres qui continuent de dire ça malgré ce que je viens de vous montrer là dans le programme de l'éducation nationale, bah j'attends vos arguments aussi. Mais sachez qu'en dehors de cette vidéo là, mes mots sont beaucoup plus crus à votre égard. Sachez-le. Sachez-le. Maintenant, on va passer aux critiques et à mes réponses. Déjà, on a pu me reprocher le manque de légitimité à enseigner, à proposer du contenu pédagogique d'autant plus payant alors que je ne suis pas prof. Ça, je l'ai dit, j'ai utilisé TikTok pour faire preuve de mes capacités pédagogiques. J'ai utilisé une preuve empirique. Par l'expérience même du contenu explicatif que je proposais gratuitement sur TikTok, eh bien, je montrais ce dont j'étais capable. Autre point, je n'ai pas caché que je n'étais pas prof. J'ai dit que je faisais autre chose à côté. J'ai été honnête. Autre critique, on m'a parlé d'accentuer les inégalités sociales. Et là-dessus, je suis d'accord. Dans le sens où je ne peux pas changer le monde. Et moi, au cours de ma scolarité, les inégalités sociales, j'en ai pâti. J'en parle notamment dans la vidéo où je parle de mon parcours en classe préparatoire. C'était chaud. Mais faire de l'argent sur du contenu pédagogique que certains peuvent se permettre et pas d'autres, sachant que j'ai quand même proposé mon pack pour réviser tout le programme de philo au prix de même pas 1 heure de cours particulier. Je précise ça, mais j'y reviendrai dans la deuxième partie. Mon travail et mon investissement en temps et en énergie, eh ben, j'estime que ça se monnaie. C'est vraiment la question de la rétribution pour un investissement qu'on fournit. Je crois qu'en France, c'est un peu plus tabou. C'est un peu comme le fait de parler d'argent. On a moins de facilité à accepter certaines choses
Mais parfois on se contredit. Quand quelqu'un vend de la merde et fait un chiffre d'affaires, on critique. Et quand quelqu'un vend un truc bien et de qualité dans lequel il a mis ses tripes et son énergie, eh ben on critique aussi. Parce que c'est dans tel domaine, et l'éducation et machin. Ouais, faut choisir son camp. En général, ceux qui critiquent d'un côté, ils critiquent aussi de l'autre. Et je vais pas changer le monde ni sur les inégalités sociales, ni sur le modèle capitaliste. J'ai repéré un besoin, j'y ai répondu en proposant une offre que j'ai monnayée. S'il y a des personnes que ça intéresse, eh bien, elles me font confiance. Je ne mets pas le couteau sous la gorge d'élèves qui ne peuvent pas se permettre ça. Et libre à chacun de prendre ce qui existe sur le marché. Mais allez pas me dire que à 17 ans, 18 ans, si on lui vend quelque chose, eh bien on a profité de sa faiblesse. Et à McDo, tu dis aussi qu'ils ont profité de ta faiblesse ou pas? Bon, pas contente. Enfin, il y a une autre critique que j'ai beaucoup reçue, c'est « Ah mais faire de l'argent sur ça, sur l'éducation. » Quelle honte. J'ai reçu des commentaires comme ça. Hein. Et je comprends. Et là encore, je vais dire que j'ai une explication culturaliste. C'est très français de critiquer l'éducation quand elle est payante, parce qu'on n'a pas l'habitude tout simplement. Sur le modèle anglo-saxon, l'école, non seulement c'est payant, mais souvent ça coûte cher. Et en France, comme on n'y est pas habitué, et ben dès qu'un contenu s'inscrit dans cette logique-là, ah, il est méchant, c'est le diable, ça va pas. Bref, je comprends d'où vient la critique, je ne suis pas d'accord avec, j'ai donné mon point de vue, qu'il en soit ainsi. Bon, maintenant spécial prof de philo, j'estime que la dissertation est, au-delà d'être plus intéressante comme exercice, 1000 fois plus facile que l'explication de texte. C'est mon point de vue que je défends par l'idée selon laquelle l'explication de texte, elle est sujette à un paramètre aléatoire de sur quelle hauteur on va tomber, quelle est sa façon de s'exprimer plus ou moins complexe pour dire parfois des choses relativement simples, ou alors sur certaines notions extrêmement abstraites, alors que la dissertation, par la liberté de référence et d'organisation des idées, me semble éminemment plus intéressante et facile. Je vais juste conclure en disant que on sous-estime beaucoup le temps nécessaire au développement d'un tel projet, d'un tel produit digital. Et on se fait tout savoir, hein. On a beau le savoir, quelqu'un a beau nous donner le conseil de nous dire « mais attention, tu vas voir, ça va te prendre du temps ». On sous-estime quand même. Je crois que c'est un nom, ce principe-là. C'est pas l'effet Dunning-Kruger ou autre chose? Bref. Ensuite, je vais vous dire comment je vois la suite. L'année prochaine, je vais continuer à proposer ce produit et du contenu gratuit sur TikTok pour faire la promotion de mon pack SOS Philo. Je vais l'améliorer. Sur plusieurs vidéos, je vais les retourner, je pense, pour que ce soit plus convivial, plus parlant, plus façon bavardage autour d'un café et que ce soit plus facile à retenir pour les élèves. Et enfin, je vais étendre mon concept à une autre discipline qui est les SES, parce qu'en fait, sur la fin de l'année scolaire, j'ai pris le chapitre le plus difficile du programme de terminale, qui est celui sur les crises financières en économie. J'en ai fait des vidéos TikTok, donc gratuites, explicatives. Elles ont cartonné. 2 du chapitre sur les crises financières, on parle bulle spéculative, comportement mimétique, prophétie autoréalisatrice et je t'explique ça simplement. Si quelqu'un imagine une catastrophe sur le marché, il se dit tel actif, je sens que ça va être la merde, alors que rien ne l'indique pour l'instant. En imaginant un scénario catastrophe sur la baisse dramatique d'un actif, eh bien on va avoir tendance à vendre, la rumeur va se répandre, tout le monde va vendre et va provoquer effectivement la chute de la valeur de cet actif. Mais à la base, ça ne devait pas chuter, ou en tout cas personne ne l'avait dit. C'est le comportement même d'anticipation de la chute de la valeur qui cause la chute de la valeur. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Le problème avec la bulle spéculative, c'est que la valeur augmente sans que ce soit causé par une confrontation entre l'offre et la demande. Je rappelle, quand l'offre augmente, le prix baisse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à vendre et il y a peu de demandes, donc en fait les vendeurs ils veulent essayer de se débarrasser et ils vont tendre à baisser les tarifs. Et à l'inverse, quand la demande est forte, quand on est beaucoup à vouloir acheter une même chose, là les vendeurs se sentent en position de force et vont se dire on va augmenter les prix. La bulle spéculative, c'est pas ça. Les prix augmentent, la valeur d'un actif augmente pour une autre raison. En fait, il y a une euphorie parce que tout le monde croit que la valeur va augmenter, donc tout le monde achète. Et sur les conseils de ma sœur et de ses copines, elles m'ont dit mais en fait en SES il y a beaucoup moins de contenu disponible gratuitement sur YouTube, sur internet en général. Et si vraiment tu arrives à bien expliquer, ça va marcher, mais encore plus que la philo, parce qu'en plus le coefficient pour les SES est bien plus important
pour les élèves de terminale qui ont cette matière que la philosophie. Donc c'est susceptible de vraiment rencontrer son public. Et je vais vous laisser là-dessus. Je le répète, vous avez le savoir de l'humanité à portée de main. Tout est possible. Voilà.